Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Aurélie Godefroy, journaliste et écrivaine, et j'ai l'immense plaisir d'animer ce podcast autour des guérisseuses. Un podcast en 3 parties. Nous irons dans le premier à la rencontre d'une guérisseuse un peu particulière. Nous verrons dans le second épisode l'histoire des guérisseuses avec l'anthropologue Clara Lemonnier, avant de conclure dans le troisième avec Jean-Philippe de Tonac, afin d'évoquer son expérience du soin et ses rencontres avec différentes guérisseuses. Ce podcast est édité par Inexploré. Vous le retrouvez sur notre plateforme Inexploré Digital, en intégralité pour les abonnés. Pensez à nous soutenir pour profiter de tout l'univers inexploré, des articles, des podcasts et nos magazines trimestriels en format papier et numérique. Leurs noms circulent sous le manteau. Certaines utilisent des herbes, d'autres manipulent les corps et soulagent les âmes. Magnétiseuses, coupeuses de feu, énergéticiennes ou chamanes, depuis la nuit des temps, les guérisseuses prennent soin des autres. Si aujourd'hui on les consulte plus que jamais, leur savoir-faire reste auréolé de mystère. Alors, les anciennes guérisseuses laissent-elles la place à des marketeuses reconverties, comme vous, Nathalie Paradis ? Bonjour. Bonjour. Oui, en effet, c'est vrai que c'est assez surprenant comme ça quand on l'entend de cette façon. En ce qui me concerne, c'est vrai que ça a été un vrai changement de vie. J'étais dans une société à travailler dans le marketing et finalement, je m'occupais de la stratégie et je m'occupais de regarder un petit peu quelle était l'âme de la marque. Et j'ai glissé finalement pour aujourd'hui m'occuper plutôt de l'âme des gens. Ce que vous disiez était super intéressant parce que c'est vrai que notre volonté première, c'est de prendre soin des autres et de pouvoir les aider. Donc voilà, j'ai eu la chance que ça m'arrive. Alors, on verra un petit peu plus tard de quelle manière vous êtes venu sur ce chemin. Je précise que vous exercez aujourd'hui à Boulogne-Billancourt et à Saint-Germain-en-Laye, donc en région parisienne, et que vous vous êtes spécialisé dans ce que vous appelez la détox émotionnelle. De quoi s'agit-il ? Écoutez, en fait, il y a 2 approches. Il y a les magnétiseurs, vous en parliez tout à l'heure, qui, eux, ont une approche où ils vont vraiment aller se connecter au corps et souffrances physiques, aux douleurs. Et là, en fait, ils vont dénouer ce qui se passe au niveau de l'énergie. Ils vont enlever les blocages. Et par rapport à ça, ensuite, ça va donner une détente totale à la personne et qui va justement aller relaxer tout ce qui est du côté émotionnel. Et il y a une deuxième approche, et c'est celle avec laquelle je travaille, qui est en fait une connexion au départ qui est vraiment sur l'émotion. Et le fait de dénouer un petit peu tous ces nœuds émotionnels, on se rend compte que ça va jouer justement sur l'apaisement de la personne, le stress va diminuer, ça va jouer aussi sur l'humeur, sur la joie qui revient un petit peu. Et petit à petit, par effet papillon, finalement, ça va aider sur tous les problèmes physiques un petit peu chroniques qu'on peut avoir. Et donc, il y a des douleurs qui vont pouvoir s'atténuer derrière par ricochet. Exactement. Donc, de manière plus générale aujourd'hui, de quelle manière est-ce que vous définiriez un guérisseur ? Alors pour moi, un guérisseur, mais c'est ma définition très personnelle, c'est libérer la part d'ombre pour révéler la lumière de la personne. Alors ça fait un peu poétique, ça fait un peu même alchimique, mais c'est vraiment ce qui résonne le plus en moi parce que c'est ce qui se passe pendant les soins. Je vois vraiment ces zones d'ombre sur le côté émotionnel, comme je vous disais, et petit à petit, justement, ça s'allège, et même à la fin du soin, je vois les sourires qui reviennent sur les visages et ça fait du bien. Ensuite, si on revient sur la chose un petit peu plus concrète, un guérisseur, finalement, il sert de l'énergie pour rééquilibrer l'organisme qui est un peu en désordre. On parle justement toujours de ces blocages, de ces nœuds qui sont dus finalement à tout ce qu'on vit dans nos vies, qui est un petit peu difficile. Les contrariétés, les traumatismes, les choses un petit peu lourdes, douloureuses, vont avoir des impacts émotionnels et des impacts physiques. Et finalement, en dénouant tout ça, c'est comme une sorte de petit massage à l'intérieur et les choses s'estompent. Alors, vous parliez de l'énergie, mais finalement... Comment est-ce que vous définissez l'énergie concrètement ? Comment est-ce qu'on peut envisager cette énergie ? Alors, l'énergie, c'est une question qu'on me pose tout le temps parce que c'est impalpable, c'est insaisissable, on ne le voit pas. Et résultat, les gens, parfois, sont même un petit peu sceptiques. Et j'aime bien comparer ça, justement, au vent, par exemple. Le vent, on ne le voit pas et c'est quand il est en mouvement que, finalement, on va le ressentir. Et on ne met pas en doute son existence. De la même façon, et ça parle beaucoup aux ados, c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il est là, on l'a autour de nous, on s'en fiche de savoir comment ça fonctionne. Nous, ce qu'on aime, c'est qu'on prend son téléphone, on prend son ordi, tout est connecté et on a accès exactement à tout ce qu'on souhaite. Et on ne remet pas en cause justement cette réalité et cette existence. Et finalement, ça nous fait prendre conscience que l'énergie est tout autour de nous. On en parle aussi.
Qui n'a pas dit « Oh là, j'ai une énergie d'enfer aujourd'hui, c'est super, je vais déployer des montagnes ». Et là, tout le monde voit de quoi on parle, c'est concret. Mais dans un soin énergétique, il y a toujours quelque chose qui interpelle, qui est un peu énigmatique. Et finalement, c'est exactement la même chose. C'est juste, en tant que guérisseur, en tant que magnétiseur, on a une perception, cette énergie, on la ressent. Et donc à ce moment-là, puisqu'on la ressent, on va sentir quand elle n'est pas fluide, quand elle est bloquée, quand il y a un nœud, et on peut agir dessus. Donc c'est véritablement ça. Vous diriez donc que c'est un don ? Alors, comme pour l'art, comme pour le sport, je pense qu'il y a des personnes qui ont des aptitudes un petit peu supérieures à d'autres dans certaines spécificités. Oui, moi j'aime bien parler de dons ou de talents, sachant que bien évidemment ensuite on peut les travailler. Donc cette énergie, tout le monde l'a en soi. Donc, il faut le savoir. Ce qui fait que chacun peut faire un petit peu des auto-soins. Moi, j'initie tous mes patients à faire des auto-soins parce que le but, c'est qu'à un moment, ils deviennent autonomes et qu'ils aient plus besoin de venir me voir et qu'ils arrivent eux-mêmes à gérer une montée de stress avant une grosse réunion ou des choses comme ça. On a tous cette énergie et on peut tous, à un moment, justement, la canaliser un petit peu. C'est un petit peu la routine émotionnelle qu'il faudrait faire tous les jours. On va se laver les dents et quelque part, il faudrait presque se faire un petit peu une petite routine comme ça tous les jours. Alors, revenons à votre histoire. Comment est-ce que vous avez découvert que vous aviez ce don ? Alors, c'est arrivé par hasard une fois, je me souviendrai toujours de ce jour. Et en même temps, j'avais des petits signes avant-coureurs. Très jeune, j'étais allée voir, je devais avoir 15 ans, un magnétiseur, parce que j'avais un petit problème de dos. Et la personne m'avait dit « Ah, tu as du magnétisme, fais attention, parce que comme tu es quelqu'un de très empathique, tu vas être une éponge, donc méfie-toi. » Ça m'avait fait peur à 15 ans, on m'avait dit ça, je m'étais dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis après, j'avais plus prêté attention à ça. Ensuite, je me rendais compte que mes montres étaient toujours déréglées, que les piles se vidaient hyper vite. Et je me suis dit, tiens, c'est ce magnétiseur, il m'avait dit que j'avais du magnétisme. Et ça m'amusait, ça me fascinait un petit peu, mais je voulais surtout pas aller plus loin parce que ça me faisait un petit peu peur. Et ensuite, justement, je me suis intéressée à toutes ces médecines un petit peu parallèles, ces médecines douces. J'ai commencé par le shiatsu. Donc, en fait, j'ai reçu des soins. Et je me suis rendu compte du bien-être que ça m'apportait et que c'était tellement complémentaire à la médecine traditionnelle que je me suis dit, waouh, c'est quand même vraiment génial. Et ensuite, c'est vraiment le hasard, et ça m'est tombé dessus par hasard. Je suis allée faire une fois une méditation à un endroit que j'adore, à Los Angeles, où j'ai vécu pendant 4 ans, comme vous le disiez. Et c'était ma première méditation guidée. Comme c'est un lieu très spirituel, Los Angeles, c'est vrai que là-bas, j'avais rencontré des personnes incroyables qui m'ont emmenée là-bas. Et là, en plein milieu de la méditation, j'étais toute paisible, calme, et j'ai ressenti véritablement un faisceau d'énergie qui est arrivé du ciel, qui est tombé sur la tête et qui est rentré dans le corps. Et j'ai senti ma colonne d'énergie. Et ça m'a fait prendre conscience de cette colonne d'énergie. Et ça m'a surtout fait prendre conscience de ce qu'on appelle les chakras, et qui sont finalement des centres d'énergie, qui sont au nombre de 7 pour les principaux, qui sont sur la colonne principale. Et j'ai ressenti les 7. Et là, c'était vraiment magique, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, ça a été vraiment le jour de l'activation, finalement, de ce don, quelque part. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, parce que c'est arrivé tout seul, sans que je le cherche. Et à la suite de ça, forcément, j'ai voulu savoir comment m'en servir, et j'ai voulu savoir un petit peu quoi faire de tout ça. Alors, comment est-ce que vous avez développé ce don ? Derrière, ensuite, il y a une deuxième étape. J'ai fait un breathwork. Alors, c'est quelque chose dont on entend un petit peu parler à Paris depuis quelques années et qui est très implanté aux États-Unis. Et en fait, c'est une technique de respiration très spécifique et qui fait qu'on va très, 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 très en profondeur, justement, pour se libérer et pour débloquer même des gros traumatismes. Et j'étais dans une séance de breathwork et d'un coup, j'ai senti mes chakras des mains qui se sont ouverts. Et automatiquement, j'ai mis ma main sur moi et j'ai commencé à sentir, justement, que je les connectais à chacun de mes chakras. Je trouvais ça juste extraordinaire. Et je suis rentrée chez moi, je le faisais et je commençais à le faire un petit peu à des amis, voir s'ils ressentaient des choses. Moi, je ressentais un petit peu les choses. Donc, au départ, ça a été une expérimentation vraiment, comme on dit, à la maison, avec les proches et les amis. Et la véritable étape suivante qui a été très intéressante pour moi, c'est ma fille qui, une fois, avait très, très mal au ventre. Et de façon instinctive, j'ai réalisé à ce moment-là, j'avais jamais réalisé avant, j'ai mis ma main sur son ventre. Et c'est ce que je fais depuis qu'elles sont toutes petites, et elle a maintenant 17 ans. Donc ça fait 17 ans que dès qu'elle a mal quelque part, ou dès qu'elle a une douleur, de la fièvre, je mets ma main. Mais rien ne se passait, forcément. Et là, soudainement, ce jour-là, la douleur disparaît.
Donc forcément, au départ, je me dis, tiens, c'est une coïncidence. Et puis, ça recommence une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et au bout d'un moment, on se dit, non, c'est pas une coïncidence. Finalement, tout ce que j'ai ressenti d'un point de vue énergétique se retrouve aujourd'hui dans la matière et dans le concret, puisque finalement, les douleurs s'en vont juste. Et je ressens l'énergie qui passe au moment où je pose ma main. Donc, c'est vraiment la prise de conscience de l'activation à ce moment-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous réservez vos talents aujourd'hui, non pas uniquement à votre famille, mais à des patients. Comment est-ce que vous travaillez ? Je crois que vous distinguez 3 phases. Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est très important, ces 3 phases. La première, c'est la phase avant le soin. Donc ça, déjà, c'est tous les matins, mais c'est aussi entre chacun des soins. C'est se recentrer, s'aligner. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette neutralité. On est là pour faire du bien aux gens et il faut vraiment se faire un auto-soin avant pour justement se libérer de toutes nos contrariétés, de tout ce qui ne va pas et d'être totalement centré et d'être totalement là pour la personne. Donc, vous vous mettez en condition, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. C'est comme si c'était pour un coach sportif, il ne va pas arriver et faire un entraînement directement. Il va courir un petit peu avant pour avoir étiré ses muscles, etc. et que le corps soit déjà en mouvement. C'est un petit peu pareil. Ensuite, donc, vous recevez vos patients, vous les accueillez ? Oui, tout à fait. Donc, il y a la phase d'accueil qui est très importante. Et là, je m'adapte à chaque personne. Certaines personnes sont un peu réservées et n'aiment pas trop parler et ont directement envie d'aller dans le soin. Donc là, en fait, cette phase-là va être assez courte. Et il y a d'autres personnes, au contraire, qui ont besoin de se sentir en confiance. Surtout pour le premier rendez-vous, bien sûr. Donc là, parfois, ça peut même durer une demi-heure sans aucun problème pour discuter avec la personne et lui expliquer un petit peu tout ce que je vous ai expliqué au préalable. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'énergie ? Qu'est-ce que c'est qu'un soin énergétique ? Parfois, les personnes viennent là vraiment pour la première fois et n'ont jamais fait ça de leur vie. Et je trouve que c'est très, très important de leur faire prendre conscience un petit peu de ce que c'est et de les mettre en confiance. Et ensuite, donc, vous attaquez le soin lui-même. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Et est-ce que la procédure est la même pour chaque personne ? Écoutez, il y a une procédure, mais à des moments, selon les personnes, je peux m'adapter par rapport à ce que je ressens. Je vais vous expliquer pourquoi. Au départ, la première chose, c'est que je vais me connecter. Comme je vous disais tout à l'heure, je me connecte au niveau des émotions, c'est au niveau du chakra du cœur. Donc, je me connecte, je mets ma main sur mon cœur, je me connecte à mon chakra du cœur, et là, je fais le vide et je me connecte sur le chakra du cœur de la personne. Là, quelque part, c'est la prise de contact. On se rencontre, nos énergies se rencontrent. Et là, je reste le temps nécessaire. Parfois, ça va être 30 secondes, parfois, ça va être jusqu'à 10 minutes. Parce que la personne a un besoin spécifique à ce moment-là, il faut remplir quelque chose. Donc voilà. Ensuite, je fais un scan. Et c'est vrai que ce scan, c'est je passe ma main, je remonte et je passe au niveau de chacun des chakras, je redescends, parfois je redescends jusqu'aux pieds. Et ça me permet un petit peu de voir où est-ce qu'il y a les blocages, où est-ce qu'il y a une bonne fluidité, ou au contraire, parfois il y a des chakras qui sont totalement vides. Donc, voir un petit peu comment remplir. Et je vois un petit peu l'état de la personne. Parfois, je dois agir tout de suite. Parce que je vois justement qu'il y a un chakra qui fonctionne vraiment pas bien. Et donc, je prends même pas le temps de finaliser le scan. Je m'arrête le temps qu'il faut. Mais généralement, c'est vrai que j'aime bien faire le scan et ensuite revenir. Et c'est là où, après avoir libéré chacun des chakras, il y a des émotions qui peuvent revenir. Je me connecte aux émotions de la personne et j'arrive à ressentir un petit peu ce qui se passe. Et ça permet de libérer encore plus en profondeur. Alors concrètement, comment réagissent justement ces personnes qui sont en détox émotionnel ? Est-ce que c'est des pleurs ? Est-ce que c'est peut-être de la joie qui est ressentie ? Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Alors écoutez, en ressortant du soin, c'est généralement de l'apaisement et une joie qui revient. Ensuite, pendant le soin, c'est vrai, comme on est en phase de libération, on sait bien que quand on a une tension, qu'il y a quelque chose qui est vraiment coincé, au moment où ça relâche, tout se relâche et souvent il y a des pleurs. Je vois souvent des larmes, mais c'est des larmes vraiment... on sent que c'est des larmes libératrices et qui font du bien. Parce qu'il y a quelque chose qui était coincé. De toute façon, toute émotion ne doit pas rester dans le corps. Que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit la peur. Si on la cristallise à l'intérieur, elle nous détruit de l'intérieur. Et c'est hyper important de la faire ressortir. Et certaines fois, c'est difficile. On est dans une société où, déjà pour les hommes, c'est difficile de pleurer. Et quelle que soit la nature de la personne, on se retrouve confronté parfois à des situations très compliquées et on n'arrive pas toujours à les gérer. Et là, c'est la petite bulle, entre guillemets, où justement c'est un cocon
où on est là pour ça. On est là pour se libérer de toutes ces émotions un petit peu négatives et de toutes ces tensions émotionnelles qu'on peut avoir en soi. On l'a déjà dit, hein, mais je le répète, vous avez vécu 4 ans à Los Angeles. Ça fait maintenant 1 an à peu près que vous êtes arrivé en France. Exactement. Et c'est vrai qu'on a une image de Los Angeles un petit peu comme la Mecque, voilà, du bien-être, de tout ce qui est soins, notamment énergétiques. Est-ce que vous confirmez ça? Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas que vous ne retrouvez pas, par exemple, en France? Oui, tout à fait, je confirme ce que vous me dites. Moi, je suis partie donc à Los Angeles. Je découvrais un petit peu justement tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure, au travers du shiatsu. Mais je suis arrivée là-bas et je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, j'ai pu explorer d'une façon inespérée, puisque justement, c'est comme si tout le monde allait parcourir le monde, aller récupérer un petit peu toutes les choses un petit peu différentes, justement toutes les médecines un petit peu alternatives, toutes les choses tournées sur la spiritualité, sur le développement personnel, et revenait à LA pour finalement que tout le monde se rencontre et que naissent plein de nouvelles choses. Donc, il y a une quantité innombrable de yoga différents. Il y a des choses qui sont parfois très originales. Moi, étant très curieuse, j'ai testé pas mal de choses et justement, ça a été la phase d'exploration. En plus, il y a plein de personnes justement qui sont très ouvertes à tout ça et qui adorent accompagner. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer 2-3 personnes comme ça qui tout de suite m'ont conviée, m'ont dit « Viens voir, il y a ça ». Donc, il y a une émulation en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que les guérisseuses sont mieux accueillies à Los Angeles qu'elles ne le sont encore à Paris ou en France? Bien sûr. Bien sûr, à Los Angeles, c'est vrai qu'être guérisseur, c'est comme être dentiste presque. C'est normal. Ça fait partie du quotidien. Les gens sont beaucoup plus ouverts à ça. À Paris, je vois encore justement certaines réticences, surtout à l'utilisation du mot guérisseur, qui parfois fait un petit peu peur parce qu'il évoque un petit peu des choses du passé, d'autrefois, qui sont parfois un petit peu de l'ordre du mysticisme. Mais non, enfin, véritablement, il y a une différence. Mais alors justement, est-ce que vous parlez du guérisseur en France, la façon dont il est considéré, qui a souvent une image qui est associée au guérisseur d'autrefois, au guérisseur des campagnes. Est-ce que finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment différent? Est-ce qu'il y a, voilà, on sent qu'on est passé à autre chose quand même? Les choses évoluent beaucoup. Ce que fait un guérisseur a énormément changé. Pourquoi? Parce que la société a changé. Autrefois, les guérisseurs, donc certains guérissaient justement l'âme et d'autres, les rebooteurs, étaient plus sur ce qui était physique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le stress, le mal du siècle. Donc forcément, les guérisseurs doivent trouver des solutions et sont amenés à pouvoir aider les personnes dans ce sens-là. Donc, le métier, entre guillemets, la profession évolue. Et en même temps, la terminologie aussi. Puisque les guérisseurs d'autrefois, à mon sens, sont un peu les magnétiseurs d'aujourd'hui. Et les rebouteux d'autrefois sont presque nos ostéopathes. Justement, est-ce que c'est pas dû aussi à la formation des guérisseurs aujourd'hui? C'est-à-dire qu'avant, finalement, chacun avait sa spécialisation, c'est ce qu'on disait, hein, barreur de feu, magnétiseur, rebouteux. Aujourd'hui, on est un peu plus dans la multicompétence. Est-ce que c'est dû notamment à cet accès qui est beaucoup plus facile à l'information? Oui, autrefois, on était un peu rebouteux de père en fils. Quelque part, on n'avait pas le choix. On était dans une lignée. Aujourd'hui, on a le choix et on a presque peut-être trop de choix. Parfois, on peut se retrouver un petit peu perdu en se disant, finalement, quelle formation va s'adapter. Ça m'est arrivé. Quand justement, j'ai eu ce ressenti d'énergie, je me suis dit, bon, bah maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai exploré, et j'ai du mal à choisir la formation qui me correspondait le plus. Et finalement, je suis allée vers la personne qui me faisait des soins en Reiki. Et elle m'a formée sur toute l'énergétique. Et j'ai fait ça pour toutes les différentes formations que j'ai faites. C'est-à-dire que je suis allée vers les personnes qui me donnaient des soins. Donc en fait, c'est plus une question de rencontre. Pour moi, ça a été une question de rencontre. Et je le recommande vraiment à tout le monde parce que je trouve comme ça qu'on est dans un climat de confiance absolue. Et on a un petit peu plus d'accompagnement. Parce que finalement, toutes ces formations ont tout un super contenu. Mais une fois que les 2 jours sont terminés, ou la semaine, ou voire les 15 jours... Derrière, bien sûr qu'il y a un suivi, on peut envoyer un mail, on peut avoir des réponses, mais on n'a pas cet accompagnement au quotidien
que les personnes, que les guérisseurs d'autrefois avaient, puisque finalement, de père en fils, on apprenait finalement, on n'avait pas un contenu à apprendre, on apprenait par l'expérience. Et ça se faisait jour après jour. Et aujourd'hui, on va manquer un petit peu de ça, mais on a accès à une formation qui est incroyable. Et ça nous incite, vous parliez justement de multicompétences, ça nous incite à explorer autre chose que seulement ce qu'on a au départ. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a des choses qui sont très complémentaires et des formations qui sont très complémentaires. Moi, je vois justement, j'ai rajouté quelque part quelques cordes à mon arc, entre guillemets. Et au départ, je m'étais dit, je vais faire un soin énergétique, je vais faire du breathwork, je vais faire du sound bath, qui est en fait une technique de soin par le son. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans un soin, je mêle tout. Et c'est ça qui devient un petit peu magique grâce à cet accès à l'information. C'est que chaque thérapeute peut aujourd'hui proposer quelque chose qui correspond complètement à qui il est et à sa personnalité et ce qu'il a envie de transmettre et ce qu'il arrive à faire bien pour apporter du bien aux gens. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'une personne guérie est une personne alignée ? Oui, tout à fait. Une personne guérie est alignée. Ensuite, une petite contrariété peut faire que la personne se décentre, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, il faut continuer à s'aligner chaque jour. Et ça, c'est très important. Et en ce sens, on n'est pas passif. Parce qu'on a souvent l'image de la personne qui va recevoir un soin qui est plutôt passive et que c'est le guérisseur qui est actif. Mais c'est pas le cas. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que concrètement, physiquement, la personne est installée confortablement et c'est le guérisseur qui agit en soi. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte à l'énergie de la personne et on fait le travail à deux. On fait le travail à deux. Il y a une connexion, comme je vous disais au départ. Le premier point de rencontre, c'est sur ce chakra du cœur où finalement, il y a une rencontre des deux énergies et les deux énergies travaillent ensemble. Et il y a tout un process après, c'est-à-dire que le soin continue après le soin. Généralement, le guérisseur vient démêler, comme une pelote de laine trop serrée. La pelote, elle n'est pas à moi. La pelote, elle est à la personne. Et en fait, je viens juste la démêler, je viens la dénouer un petit peu. Et ça s'ouvre et ensuite, ça continue. Et elle se dénoue encore et encore et encore dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, même les semaines qui suivent. Et les choses se font. Et c'est un process qui se fait parfois de façon totalement inconsciente. Certaines fois, les personnes prennent conscience, se rendent compte, mais d'autres fois non. Mais peu importe, c'est vraiment c'est la personne qui fait son soin. Comment vous expliquez qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent devenir guérisseurs ? Est-ce que c'est dû à l'élévation du champ vibratoire, un changement de conscience et de vie qui naît en chacun ? C'est vrai que le champ vibratoire qui monte forcément aide les gens à prendre conscience et à réaliser beaucoup de choses. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de plus important que ça. Enfin, ça vient se corréler à ça. C'est tout ce qui nous arrive, le monde dans lequel on vit. On est quand même dans une société, on est un peu tous poussés dans nos retranchements. En ce moment, avec cette pandémie, c'est quand même justement un petit peu l'apothéose pour tout le monde. Ça devient difficile pour tout le monde. Et on se rend compte qu'on a envie d'un monde qui change. On se rend compte qu'on a envie de mener une vie qui nous correspond plus, qui correspond à qui on est. Et par rapport à ça, justement, je trouve qu'il y a beaucoup de prise de conscience et d'envie de changer de vie. Et je pense que les gens, résultat, se retrouvent plus attentifs à ce qu'ils peuvent ressentir, percevoir. Ils ont envie de contribuer à quelque chose. Ils ont envie de faire du bien autour d'eux, d'apporter du bien-être aux gens. Et les personnes qui vont justement être dans le soin à la personne d'un point de vue humain, enfin qui vont être dans cette volonté-là, vont justement se tourner vers ça. Et comme il y a justement des formations assez accessibles, vont pouvoir avoir l'opportunité d'y aller. Mais dans ces formations, est-ce qu'on ne perd pas l'essence de la transmission ? Dans ces fameuses formations dont vous parlez, qui sont très accessibles ? Alors pour moi, l'essence n'est pas perdue dans le sens où, comme ce que je vous disais, le contenu reste vraiment là. En revanche, oui, la transmission n'est pas faite de la même façon parce qu'il n'y a pas cet accompagnement. Et aujourd'hui, moi, par exemple, je rêverais qu'il y ait une école des guérisseurs. Je serais la première, même en tant que thérapeute, je serais la première à y aller parce que je trouvais ça très intéressant de justement avoir cet accompagnement quotidien, d'avoir des grands maîtres de chaque discipline qui viennent nous enseigner, qui viennent nous former.
parce qu'il y a des choses fondamentales, quels que soient les soins, et on en a parlé un petit peu aujourd'hui, c'est l'ancrage, c'est le centrage, c'est la neutralité, c'est des choses, la protection aussi, c'est des choses hyper importantes à apprendre. Et on a beau avoir le contenu, ça reste théorique. Et la pratique, parfois, tout seul est assez difficile. Eh bien, j'espère que le message passera. Merci, Nathalie Paradis. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous exercez en région parisienne, à Boulogne-Billancourt et à Saint-Germain-en-Laye. Je vous invite à poursuivre ce voyage en compagnie des guérisseuses où nous allons explorer leur histoire du Moyen-Âge à nos jours, ainsi que leurs pratiques ancestrales. Après avoir rencontré dans le premier épisode de la série une guérisseuse qui nous a partagé son expérience, je vous propose de nous pencher sur l'histoire passionnante de ces femmes, du Moyen-Âge à nos jours, à travers leurs pratiques, leurs gestes, leurs formules magiques, que l'on se transmet de génération en génération. Pendant longtemps, elles ont fait peur, furent traitées de sorcières, reléguées, discréditées par méfiance ou par mépris. Nous sommes avec Clara Lemonnier, docteure en anthropologie, spécialiste des médecines alternatives et des questions de santé au féminin. Clara Lemonnier, vous avez publié Le Grand Livre des Guérisseuses aux éditions de l'Iconoclaste, un livre absolument sublime. Bonjour Clara Lemonnier. Bonjour. Pourquoi vous êtes intéressée à ce sujet ? Je me suis intéressée à ce sujet, d'une part pour des raisons d'abord familiales. Dans ma famille, mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, était guérisseur. Il coupait le feu et il soignait toutes sortes de maux dans son village en Normandie. Et il a soigné mon père quand il était tout petit. Et donc c'est une histoire qui s'est transmise au sein de la famille et qui m'a toujours passionnée, toujours fascinée. Et j'ai un peu laissé ça de côté pendant quelques années de ma vie. Pour revenir un peu à cette question des guérisseurs, par le biais de mes études en anthropologie. Donc, en anthropologie de la santé, on étudie différentes façons de se soigner dans les différentes cultures du monde. Et puis, la question des médecines traditionnelles chez nous m'a interpellée. Et en travaillant à faire des enquêtes de terrain dans le sud-ouest de la France, eh bien, j'ai été amenée de nouveau à rencontrer des thérapeutes un peu alternatifs, un peu traditionnels, et à revenir à la rencontre de personnes qui coupent le feu ou de personnes qui travaillent sur les énergies. Donc ça a été un pas de côté pour revenir finalement à un sujet qui me passionnait déjà petite. Et donc, on vous a demandé d'en faire un livre. Et donc, on m'a demandé d'en faire un livre suite à tout d'abord une thèse que j'avais réalisée donc, dans le sud-ouest de la France où j'ai essayé de questionner comment, quand on est une femme en campagne, aujourd'hui, on se soigne. Et puis... cette entreprise-là s'est soldée par plein de rencontres, par l'écriture d'une thèse et puis, chemin faisant, les rencontres se faisant, ce projet de livre sur les femmes guérisseuses en particulier. Alors ce livre nous fait voyager à travers l'histoire des guérisseuses. Pourquoi les guérisseuses, Clara Lemonnier, et non pas les guérisseurs ? Alors, des ouvrages sur les guérisseurs, il y en avait déjà, on connaît des choses d'eux, et là l'idée était vraiment de mettre une focale, essayer de voir déjà si cette focale était pertinente, en pointant vraiment le côté féminin de ces thérapies-là. Effectivement, il y a des guérisseurs et des guérisseuses. Je crois que, en même temps, les guérisseuses ont été ont cristallisé davantage les fantasmes, ont cristallisé aussi davantage ont été victimes aussi davantage de leur réputation et des accusations de sorcellerie, mais pas que, aussi des accusations d'être inaptes à soigner, parce que pendant longtemps, les femmes ont été plutôt considérées comme des êtres de nature, contrairement aux hommes qui pouvaient être capables de culture. Et donc, cette dichotomie-là entre nature et culture qui opposait femmes et hommes se répercutait aussi dans le champ des savoirs. Et donc, on considérait que les femmes avaient quelques savoirs naturels, un peu innés, mais peut-être un peu des choses qui leur venaient spontanément, sans que ce soit véritablement des savoirs. Et
Du côté des hommes, c'est vraiment un savoir légitime qui s'est construit. Du coup, il m'a semblé important d'illustrer ça, de montrer ça, et aussi de rendre hommage et de re-rendre légitime les savoirs des femmes. On va revenir au Moyen-Âge, où vous distinguez 3 grandes catégories, les femmes habiles, les femmes au remède et les femmes qui voient. Alors, commençons par les femmes habiles. Quelles sont-elles ? Alors, les femmes habiles, ce sont celles qui utilisent leurs mains pour soigner. Alors, dans cette catégorie des femmes habiles, on trouve les femmes qui soignent effectivement avec leurs mains au quotidien. C'est des soins qui sont simples, pragmatiques, empiriques, mais aussi souvent des soins symboliques. Ces femmes habiles, ce sont tout d'abord les femmes au foyer qui vont s'occuper tout d'abord de leur progéniture, de leurs enfants, mais aussi des malades au sein de la famille et puis de ceux qui vieillissent, qui s'occupent aussi de nourrir la famille et qui s'occupent aussi d'entretenir le foyer, qui sont tout autant des tâches qui sont utiles au maintien de la vie finalement et qui sont même indispensables à la vie et à la maisonnée. Et parmi ces femmes habiles, il y avait les plus vieilles femmes, celles qui étaient veuves, celles qui n'avaient plus d'enfants à charge et celles qui avaient accumulé de l'expérience, de la sagesse aussi, puisqu'au Moyen-Âge, vieillesse, peu de femmes arrivaient à un âge avancé. Et ces femmes-là, on leur reconnaissait une certaine sagesse et en tout cas une expérience de la vie. Et donc, c'était plutôt elles qui dégageaient des tâches dévolues aux femmes qui avaient des enfants, qui devaient aller travailler, pouvaient aller de maison en maison pour aller soigner, délivrer des soins et puis transmettre aussi leur savoir sur les plantes, sur les gestes qui soignent, etc. Effectivement, dans votre livre, vous soulignez l'importance des cycles, en référence notamment à la question de l'âge. Vous dites « Le cycle des saisons correspond aux différents âges de l'existence. Le printemps, élément feu, est lié à l'enfance. L'été, élément air, à l'âge mûr et à la vigueur. L'automne, élément eau, à la sagesse des anciens. Et l'hiver, élément terre, à la vieillesse qui précède la mort. » Donc tout est quand même très hiérarchisé. Oui, il faut se rappeler qu'au Moyen-Âge, la société est une société essentiellement rurale et que la population est une population essentiellement paysanne. Et c'est vrai que, du coup, la vie quotidienne est rythmée avec le cosmos, avec ces saisons qui s'enchaînent, avec le rythme des astres. Et donc, toute la médecine populaire qui accourt, elle est elle aussi en étroite relation avec ces cycles-là. Alors, on distingue 2 catégories, si j'ose dire, vraiment importantes, c'est les sages-femmes et les matrones. Tout à fait. Au départ, elles ne sont pas tout à fait... Donc au Moyen-Âge, sages-femmes et matrones sont en fait les mêmes personnages. Ce sera que plus tard où on va distinguer les sages-femmes diplômées des matrones traditionnelles. Donc au Moyen-Âge, c'est les mêmes personnes qui sont désignées par les autres femmes du village pour leur savoir-faire, pour aussi leur charisme, pour leur aptitude à aider aux accouchements et pour leur connaissance à la fois des gestes, mais aussi des pratiques magiques qui accompagnent ces moments à la fois redoutés et merveilleux. Parce qu'effectivement, elles ont différentes fonctions, ces femmes. Notamment, elles sont des intermédiaires, dites-vous, entre les mondes invisibles et les mondes humains. Oui, tout à fait. Elles servent d'intermédiaires entre ces mondes invisibles et ces mondes humains. Pourquoi ? Parce qu'on pense à l'époque que les maladies surviennent du fait d'attaques de différentes entités. Il peut s'agir d'entités très pragmatiques comme le feu, le venin, mais aussi d'entités comme des esprits, des démons, des fées. Et donc, soigner quelqu'un, c'est à la fois agir sur son physique, mais aussi sur tout l'univers cosmologique et l'univers invisible qui est responsable de la maladie. Donc, il faut pouvoir savoir jouer sur les 2 tableaux, finalement, sur de l'empirique, du concret, et sur du symbolique et du magique. Et c'est comme ça qu'on soigne, toujours. Ça va être une constante, en tout cas chez les guérisseuses, même jusqu'à aujourd'hui, où on va toujours allier du concret
et un appel à l'invisible. C'est aussi ce qu'on retrouve donc chez les femmes au remède, comme vous les appelez. Tout à fait. Pour utiliser une plante, il faut bien sûr savoir la cultiver ou savoir aller la chercher. Il faut savoir la préparer en décoction, en infusion, en cataplasme. Mais il faut aussi savoir l'accompagner de la formule appropriée ou de savoir quand l'accueillir, à quel moment du cycle des astres. Les rituels pour l'accueillir aussi, par exemple. La verveine, on essayait de ne pas la regarder directement parce que c'était une herbe qui était reliée au pouvoir souterrain. Et donc, en général, on allait l'accueillir à reculons et on l'accueillait au dernier moment pour s'éviter quelques ennuis. Oui, en fait, il y a tout un éventail de correspondances physiques et symboliques. Exactement. Et il est empreint des médecines antiques, cet éventail de correspondance, notamment de la médecine d'Hippocrate, qui considérait que la santé était un équilibre des 4 humeurs qui composent le corps, le sang, la bile noire et le flegme. Et à ces 4 humeurs, on y a associé les 4 saisons, les 4 points cardinaux, les 4 qualités, le chaud, le froid, le sec, l'humide. Et tous ces réseaux de correspondance-là se retrouvent vulgarisés, popularisés dans la médecine médiévale des guérisseuses. Il y en a une qui a joué un rôle essentiel. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur son action et sa personnalité. C'est Hildegard de Bingen. Oui, Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette femme incroyable ? Alors, c'est effectivement une icône de la médecine médiévale et de la médecine monastique. L'historienne Laurence Moulinier a beaucoup travaillé sur elle pour mieux nous la faire connaître. Donc, c'est une abbesse bénédictine allemande qui a vécu au XIIe siècle et qui a tenu le couvent de Ruppersberg. Depuis jeune, elle recevait des visions qu'elle disait divines. Elle a attiré l'attention de ses supérieurs du couvent par ces révélations qu'elle apportait, que ce soit des révélations mystiques ou aussi des révélations en termes de médecine par les plantes, de botanique, également dans les arts, dans la musique. Donc c'est un personnage assez incroyable dans le sens où, à cette époque-là, peu de femmes avaient voix au chapitre, en tout cas dans ces univers religieux. Seuls les moines pouvaient avoir accès à des études de médecine à cette époque-là. En quoi est-ce qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, Hildegard de Bingen, finalement, c'est la patronne des guérisseuses ? Est-ce qu'on peut la qualifier ainsi ? C'est en tout cas la patronne des guérisseuses dans le monde religieux catholique. Parce que du côté des guérisseuses populaires, les guérisseuses populaires allient des paganismes et du christianisme. Et puis Hildegard, elle, vraiment incarne plutôt un savoir propre à la médecine monastique. Elle a donc écrit un livre qui s'appelle Des causes et des remèdes, et un autre sur les simples. Elle incarne une sorte de botaniste avant l'heure, sans oublier, comme je disais tout à l'heure, sur le concret et l'invisible, à tous ces remèdes par les plantes. Elle n'omet pas de proposer des prières qui elles aussi interviennent dans la guérison. Mais plus concrètement, quelle a été son action justement dans l'exploration des plantes, dans l'élaboration peut-être de remèdes ? Comment est-ce qu'elle s'est inscrite dans cette histoire des guérisseuses ? Elle s'y inscrit à la fois par ses grandes capacités d'observation, sa grande curiosité de la faune et de la flore environnante, mais aussi par, dit-elle, les révélations qu'elle recevait de Dieu lors de méditations extatiques. Hildegard est une mystique qui de là va pouvoir petit à petit diffuser un savoir dans l'Europe entière et qui va vraiment attirer aussi les grands pontes religieux de l'époque qui voient là une opportunité aussi de faire rayonner le catholicisme d'une autre façon. Alors c'est vrai que vous évoquez beaucoup la religion dans ce livre. Vous dites notamment, si les religieuses connaissent une grande popularité, c'est aussi parce qu'elles proposent une explication de la maladie qui n'est pas uniquement de l'ordre de la rationalité médicale. Elles sont des intermédiaires de proximité pour envisager les maux à la lumière du religieux et de la spiritualité. Donc en fait, ces femmes qui voient, comme vous les qualifiez, sont vraiment essentielles dans le soin de l'époque.
Tout à fait, puisque ces femmes qui voient permettent déjà d'apporter une forme de diagnostic. Est-ce qu'on est dans une maladie une maladie châtiment, une maladie punition, une maladie qui vient essayer d'éprouver la foi de ce qu'elle touche, ou est-ce que c'est une maladie qui est liée plutôt à des esprits, plutôt à des démons. Donc on a besoin de cette divination diagnostique finalement pour pouvoir savoir comment soigner. Et puis la divination, elle apparaît aussi pour connaître l'issue d'une maladie. Va-t-on guérir ? Et donc plein de techniques étaient utilisées comme les augures, comme l'hydromancie, c'était le fait de lire dans l'eau ou dans l'eau des rivières. La géomancie, c'était dans la terre. Il y avait aussi les pythonisses, qui étaient des femmes un peu héritières, des femmes oracles, un peu héritières de la Pythie de Delphes. Donc et la divination dans les surfaces réfléchissantes, donc comme les miroirs ou ce qui a donné plus tard les boules de cristal. C'est parce qu'on demandait à des esprits ou aux démons de venir investir cette surface, ces objets pour livrer des messages. Et quand on parle ici de démons, ils peuplent tout l'imaginaire fantastique du Moyen-Âge. Il ne s'agit pas forcément de démons forcément diaboliques. Non, il y a des faits aussi. Exactement. L'importance de la parole et de l'écrit sont essentielles, notamment dans le cadre de ces activités divinatoires. La façon dont on dit une formule est parfois plus importante que le contenu de la formule elle-même. La formule, elle doit être murmurée, elle doit être criée, elle doit être en tout cas dite avec conviction, sans quoi elle a une valeur performative en fait. Si une formule est dite de la mauvaise manière, hors d'un rituel ou sans conviction, sans être incarnée, elle ne peut fonctionner. On considère qu'elle ne fonctionnera pas. Il faut donc un engagement émotionnel très fort. Exactement. Alors, revenons-en au béguinage, parce qu'en fait, il me semble que c'est vraiment une partie importante de votre livre et des fameuses guérisseuses. Est-ce que justement, l'art de guérir était particulier au sein des béguines ? Comment ça se passait ? Alors, les béguines, c'est quelque chose d'assez méconnu, que j'ai moi-même découvert en faisant mes recherches sur ce livre. Les béguines, c'est un mouvement de femmes qui s'est d'abord développé en Europe du Nord-Est. C'était des communautés de femmes qui vivaient ensemble tout en n'étant pas des religieuses. Elles étaient des femmes très croyantes, mais n'étaient pas sous la houlette de l'Église. Elles étaient en général des femmes très engagées dans la foi et aussi dans les activités de charité, dont le prendre soin des autres. Donc c'est des femmes qui finalement échappaient un petit peu aux deux seules possibilités qui s'offraient à elles à l'époque, c'est-à-dire soit être épouse d'eux, fille d'eux et appartenir à la paysannerie, soit rentrer au couvent et être subordonnée aux règles, en tout cas qui avaient le cours. Donc ces béguines vivent en communauté, plutôt dans les villes, s'occupent pour la plupart des hospices ou des malades, des indigents. Et certaines d'entre elles vont, un peu à la manière d'Hildegarde, développer des états mystiques, extatiques, vont rentrer en transe et vont essayer petit à petit de développer des contacts un peu directs finalement avec le divin, là où jusque-là, les femmes n'ont pas le droit de prêcher, les femmes n'ont pas de poste important au sein de l'Église. Et elles, finalement, par l'extase, par la transe, vont rentrer en contact avec le divin et pour certaines, faire retranscrire par des secrétaires, souvent des hommes, pouvoir retranscrire elles-mêmes leur vision. Et ces retranscriptions vont en plus l'être dans des langues vernaculaires, dans les langues locales, là où les textes sacrés étaient plutôt en latin à ce moment-là, donc pas toujours accessibles. Là, finalement, en rendant ces visions et ces révélations accessibles à tous dans les langues de chacun, c'est un peu une petite révolution qui s'opère dans la façon de vivre le sacré et de vivre sa religion. Et c'est aussi une révolution dans sa façon de vivre le soin.
Tout à fait, puisqu'elles vont aider à se relier au divin, en sachant qu'à cette époque-là, la prière reste, et l'épreuve de la foi reste des piliers importants de la guérison, parce qu'on pense aussi que souvent, quand on est malade, c'est Dieu qui inflige, mais Dieu aussi guérit. Et cet accès qu'elle donne à la foi, et elle est complètement nouveau et devient assez populaire, voire trop d'ailleurs pour l'Église. Alors effectivement, on se rend compte en vous écoutant que le Moyen-Âge a vraiment représenté une période très très importante pour ces guérisseuses, que ce soit ces femmes au foyer. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.